Le titre de ma présentation, les très problématiques lacunes géotechniques dans l'exploitation des hydrocarbures de roche-mère. Vous avez, je pense, déjà entendu parler de certains autres problèmes, notamment du cas de l'eau, parce que lorsqu'on parle de fracturation hydraulique, on a besoin de beaucoup d'eau. Tout ce que je vais vous présenter ce soir s'applique autant à la fracturation hydraulique qu'à toute autre technique de fracturation. Je vais me centrer sur les processus géologiques qui sont impliqués lorsqu'on fait une fracturation et pour quelles raisons est-ce qu'on récupère du pétrole ou du gaz, selon le cas, et quelles sont les limites dans cette technologie qui, on le sait, a démarré un peu sur les chapeaux de roue aux États-Unis principalement, mais sans qu'on ait véritablement, je dirais, cerné l'aspect scientifique et même microscopique de ce qui se passe au niveau. Alors, je vais vous présenter quelques éléments qui sont, je dirais, un peu de vulgarisation scientifique. Tout d'abord, on a parlé du Dakota Nord. Comme c'est là où on a le plus de données, il y a un peu plus de 9000 puits qui ont été forés. Certains n'ont pas atteint un gisement très important, d'autres sont en production. Il y a environ 6000 puits qui sont en production actuellement. Et ce pétrole se situe dans un grand bassin, dans une formation géologique qui est un peu plus ancienne. La France, dont on a parlé précédemment, le gisement se situe dans le Crétacé, Jurassique, Trias. Voilà la séquence qui constitue essentiellement le bassin parisien. Le bassin du Dakota Nord, en fait, déborde au-delà de la frontière canadienne, en Saskatchewan, un peu au Manitoba, et également, il déborde aussi sur deux autres États américains. Le Dakota lui-même est ici. Alors, on va aller directement. Ce bassin se situe sur une couche géologique un peu plus ancienne. L'âge a relativement peu d'importance. Lorsqu'on parle de pétrole, on trouve des gisements qui sont, dans certains cas, datés à 450 millions d'années, d'autres qui sont plus récents, d'autres même qui sont carrément contemporains, comme dans le delta du Niger. Alors, l'âge, en fait, est un élément intéressant. Ce qui est peut-être ici à comparer, parce qu'on a parlé des réserves exploitables, je vous donnerai des chiffres pour le Bakken. C'est le nom de cette petite formation géologique qui est ici, qui fait environ 45 mètres d'épais, mais qui couvre une étendue considérable. On parle de plus de 70 000 km². Donc, pour exploiter la totalité des chiffres qu'on a avancés pour le gisement de Bakken, on parle là de 60 000 forages. Donc actuellement, il y en a 6 000. Alors vous voyez, c'est un développement en cours qui peut prendre une ampleur considérable. La formation elle-même qui contient le pétrole, c'est la zone en vert qui est indiquée ici. Et vous avez également sur la carte à côté l'endroit où on a foré. Il y a un peu d'exploitation au Canada, mais essentiellement le gros de la production, les 6 000 puits, sont concentrés dans cette région-là du Dakota. C'est pas la totalité encore du gisement. On s'est attaqué et c'est une densité de forage faut couvrir la totalité, je dirais, du gisement en quadrillant complètement l'ensemble de la superficie. Alors, le gisement Bakken est à 3000 mètres de profondeur en moyenne. C'est l'échelle en coupe ici. Vous avez un derrick de forage. Alors ici, j'ai fait un hiatus pour montrer que la caractéristique géologique de ce gisement, c'est deux couches de roche-mère, deux couches de schiste. On utilise le terme shale en Amérique du Nord, mais peu importe, on parle de la même roche contenant de la matière organique, et entre les deux, il y a une couche qui formait, je dirais, donne une certaine possibilité d'exploiter ce gisement-là de manière conventionnelle depuis le début des années 80. Alors, le Bakken, c'est, si vous voulez, trois couches, une couche de grès pris en sandwich entre deux couches très, très imperméables. Alors, lorsqu'on vient fracturer, c'est cette zone ici qui est fracturée, et on estime pouvoir récupérer quelque chose comme 4 ou 5 milliards de barils, donc c'est relativement important, ça serait 5 fois les chiffres, mais l'étendue est plus grande aussi, sur des réserves en place estimées à 413 milliards. Alors l'élément qui est important, et peut-être qu'on aura à discuter des chiffres que M. Lameiro a avancés, le taux de récupération dans les gisements américains, lorsqu'on est vraiment dans la roche-mère, on a des taux de récupération de l'ordre de 1, vous voyez ici 1,2, 1%, 1,4%, 1,2. Il y a un chiffre ici de 5,6 pour une partie Elm Coulee où on a à la fois de la roche-mère et du conventionnel. Il ne faut pas prendre les secteurs géographiques, il faut prendre plutôt les secteurs par couche géologique. Alors lorsqu'on parle bien d'une roche qui emprisonne le pétrole, pour lesquels il n'y a pas d'exploitation sans fracturation hydraulique, les chiffres, parfois, il n'y a vraiment pas de confusion à faire. Je vous parlerai brièvement d'un gisement qu'on a du côté d'Anticosti, où on a 40 milliards de barils en place. C'est très rapidement, des politiciens chez nous ont multiplié ça par 100 $ le baril. Ils se sont dit, wow, on a une recherche de 4000 milliards de dollars, il faut aller vite exploiter ça. En fait, j'ai publié récemment un texte qui indique qu'on aurait à peine 1% à cet endroit-là et que les coûts d'extraction ne permettraient même pas d'aller chercher l'exploitation du gisement. Alors donc, ça c'est un élément important. Première caractéristique, lorsqu'on parle de roche-mère, on parle de taux de récupération vraiment très faible et je vais expliquer un peu pourquoi.
Alors, pourquoi? Ben, voici une courbe type de production d'un gisement. Il y a plusieurs, je vous dis, il y a 6000 puits. C'est pas moi qui ai publié cette synthèse. J'ai tout simplement traduit de l'américain. La première année, on a pratiquement les 2/3 de ce que va donner le puits au cours de sa période commerciale. C'est récupéré déjà dans la première année, dans les premiers 12 mois. Si on continue, on arrive assez rapidement à avoir un puits qui ne produit plus suffisamment de pétrole, qui devient un puits marginal. Parfois, on le garde en opération parce qu'il est déjà construit, mais au-delà d'un certain seuil, souvent, il est beaucoup plus intéressant d'aller forer de nouveaux forages. En fait, pour l'ensemble des États-Unis, on estime, tant pour le gaz de schiste que pour le pétrole de schiste, il faut, pour maintenir le taux de production qu'on a actuellement aux États-Unis, avec à peu près 200 000 puits, il y en a beaucoup plus en Pennsylvanie dans le gaz de schiste, il y en a 6 000 au Dakota où ça commence. Il faut à peu près, on a estimé qu'on m'a donné, c'est 60 000 nouveaux puits par année, simplement pour maintenir la production. Ils en font plus que ça, la production augmente, et donc c'est une course contre la montre, un peu comme un chien qui court après sa queue. Vous avez des chiffres très intéressants à présenter aux actionnaires pour obtenir de l'investissement pour faire de nouveaux forages, mais ces forages-là risquent d'être très décevants et c'est une explication scientifique que je propose parce que je connais assez bien une roche géologique qu'on a au Québec et dans laquelle on a fait près de 300 km de galeries, de tunnels de diverses sortes, métaux, etc. dans la région de Montréal. Le schiste d'Utica est une des roches-mères. C'était le gisement pour lequel on a commencé à faire de la fracturation au Québec. Alors, ce dont je parle est basé sur une expérience pratique, en fait, géologie et en géotechnique. Lorsqu'on a vu, bien sûr, ce gaz dans les premiers tunnels qu'on excavait, on avait même conscience du danger qu'il peut présenter. Alors, la présence du gaz est connue et on s'aperçoit que ce gaz s'évacue des fractures qu'on vient de créer relativement rapidement. Quand on fait un tunnel, on ne fait pas de fracturation, on fait l'inverse. On essaie de garder le roc le plus intact possible. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez un diagramme ici, juste pour expliquer. J'ai mis une petite échelle, donc c'est un diagramme que j'ai imagé. Vous avez à la fois pétrole et gaz qui vont être englobés dans cette couche verdâtre là, de couleur uniforme. Et ici, je vous montre une des fractures qu'on viendrait de faire, par exemple, en ayant fait de la fracturation hydraulique. Donc, ce sont de nouvelles fractures qui viennent d'être faites dans une roche qui est imperméable. L'Utica, que j'utilise dans cet exemple-là, au Québec, est une roche qui garde emprisonné le gaz méthane depuis 450 millions d'années. Et pourquoi ça garde emprisonné? C'est tout simplement parce que la perméabilité est tellement faible, 1 million de fois moins perméable que du béton. On parle de coefficient 10-12 et de béton 10-6 dans les unités de perméabilité usuelles. Alors, lorsqu'on démarre une fracturation, bien sûr, on va libérer une partie très près des fractures des micro-gouttelettes de pétrole et aussi des micro-gouttelettes de gaz. Alors, j'ai mis un peu de jaune pour les hydrocarbures liquides, un peu de vert pour les hydrocarbures gazeux et je vais vous présenter une petite animation très simpliste. Je ne sais pas si c'est visible à l'arrière, mais il y a une décoloration des parois qui se fait en fonction du temps. Donc, si on regarde des micro-gouttelettes à quelques millimètres des parois d'une fracture, ils vont migrer en quelques jours. Si on va un peu plus loin à quelques centimètres, ça prend des années. Si on recule dans la matrice de la roche à quelques décimètres ou quelques mètres, ben on entre dans l'ordre de temps géologique de millénaires. Je suis d'accord avec M. Lamiraux, il a mentionné que les processus de formation ou de libération des hydrocarbures dans une roche-mère, quand le procédé est naturel, le procédé a des centaines de milliers d'années et des millions d'années pour permettre le transit de ce phénomène, permettre le transit des hydrocarbures vers le puits qu'on vient de créer. Et ça, on ne peut pas l'accélérer. Pour l'accélérer, il faut créer une densité de fracture. Le procédé de fracturation hydraulique est limité dans le nombre et la densité de fracture qu'il crée dans un gisement. En fait, il est tellement limité qu'on estime qu'environ 80% des fractures faites artificiellement sont tout simplement des réouvertures de fractures naturelles préexistantes dans le massif. Donc, on ne peut pas, à volonté, aller micro-fracturer le procédé. C'est le premier bug, je dirais, technologique, dans la technique de fracturation hydraulique. Ça nous amène à pouvoir écrémer un gisement, mais certainement pas l'exploiter. J'ai fait une dernière animation qui montre que les hydrocarbures liquides migrent un peu plus lentement que le gaz, tout simplement parce que, évidemment, la molécule de méthane peut être, dans certains cas, 100 fois plus petite que la molécule d'autres hydrocarbures. Alors, une dernière animation, juste pour expliquer ce point-là qui est crucial dans le processus. Prenons, par exemple, en termes de production ou en termes de débit, c'est un peu la même chose, et en fonction des années. Alors, ce que je veux montrer ici, pendant les années de production rentable, on a donc un débit qui peut passer de centaines de barils par jour à quelques barils par jour. C'est un diagramme théorique ici. Si on ne bouchait pas le puits, si on continuait de l'exploiter après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, on continuerait donc sur une courbe ici.
Alors ça, c'est important. Les compagnies pétrolières ne peuvent pas prétendre que lorsqu'ils ferment les puits, le débit est à zéro. La pression est très faible, bien sûr, parce qu'on pompe. Dans le cas du gaz, la pression reste minimale si on a vraiment extrême. Et si on bouche le puits à ce moment-là et qu'on y revient quelques années après, ce qu'on va constater, c'est qu'en fait, étant bouché, plutôt que de se libérer ce gaz, il va évidemment remettre le puits en pression. Alors, la remise en pression du puits, c'est un phénomène qui a été très mal étudié, parce que tout simplement, dans les gisements conventionnels, on n'a pas trop à se préoccuper du côté de l'industrie de ce qui se passe après. Les puits tombent dans le domaine public. Et je vais vous montrer quand même des statistiques sur les puits conventionnels. Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui détermine pour un exploitant de cesser d'opérer un puits? Ben, évidemment, il y a une petite équation comme ceci. Il y en a une pour le gaz, une pour le pétrole. Ça dépend le débit limite pour abandon, c'est cette quantité ici. Ça dépend du prix. Alors, j'ai donné le cas du gaz de l'année passée. D'ailleurs, ça a encore baissé, 4 $ le 1000 pieds cubes. Les coûts opérationnels, les portions d'intérêt, revenus d'intérêt, produit des condensats. Il y a parfois des hydrocarbures liquides, même associés au gaz. On les condense avant de mettre ça dans le gazoduc. Et bien sûr, il y a des taxes et redevances à payer à l'État. Alors, tout ça fait que les exploitants, donc, dans les premières années, sont très contents. On a un bon débit. J'ai fait un diagramme qui résume, je dirais, il n'y aurait que ça dans ma présentation. Si vous arrivez à bien le comprendre, vous avez un petit peu tout. Qu'est-ce que c'est? Ici, vous avez un modèle de 1 km par 1 km et on situe un puits moyennement profond qui est environ 1,2 1200 mètres de profondeur et qui se prolonge à l'horizontale. Donc, tout ce qui est en rose, c'est le puits qui se prolonge à l'horizontale, ici d'environ une distance de 1000 mètres dans ce cas-là. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais les puits qui ont été forés au Québec étaient typiquement de cet ordre-là. On en a fracturé, on en a foré 31. 18 sont arrivés jusqu'à l'étape de la fracturation hydraulique. Donc, je me suis basé sur les rapports de ces forages pour présenter un petit diagramme. Vous avez ici, en vert, la zone du massif rocheux qui est transformée, qui est modifiée par le processus de fracturation. Donc, c'est pas un réservoir en acier, bien sûr. On a du roc. Ici, la couche géologique cible, l'Utica, le schiste, dans ce cas-ci, fait une centaine de mètres d'épais, dans l'exemple que j'ai utilisé. Donc, le forage est implanté au milieu, mais on fracture, bien sûr, sur plus que cette épaisseur. La remontée des fractures est rarement publiée. C'est une donnée que j'essaie d'obtenir. J'ai réussi à en obtenir de certains points, mais il y a encore une certaine inconnue. Il y a relativement peu de compagnies qui ont accepté de publier ça. Alors, si je superpose donc mon diagramme de tout à l'heure que je vais expliquer et le puits, alors le puits, on va expliquer qu'est-ce qui lui arrive après, mais donc c'est dans cette zone ici que le gaz se libère, remonte par le puits, sort en surface et serait envoyé normalement soit d'un compresseur, soit d'un gazoduc. Alors, il faut savoir ici qu'une fois qu'on a atteint la limite de débit rentable, alors donc pendant les premières années, ça diminue, ça diminue, ça diminue. On arrive ici, vous voyez l'animation montre que là, on est peut-être à quelques centimètres du drainage, en fait, des hydrocarbures, mais en continuant, bien sûr, le processus va se continuer. Il va se continuer pour des siècles et des millénaires. Alors, et même peut-être, en géologue, je dirais pour des centaines de milliers d'années et de millions d'années, et personne ne serait offusqué de ce terme-là. Vous avez une courbe exponentielle, elle n'a pas de zéro, le temps zéro est à l'infini. Alors, ce problème, ici, de marquer la fin de la production et de remise en pression du puits, il se fait dans un contexte où, pour le gaz, on a 80% du méthane encore en place au moment où on ferme le puits. Si vous voulez, lorsque on exploite, on estime, aux États-Unis, les estimés varient de 8 à 25%. L'Office national de l'énergie au Canada, qui étudie la question, a dit que contrairement au gisement conventionnel de gaz où on extrait parfois 95% et plus, c'est-à-dire que quand on peut dire qu'une fois qu'on a vidé la poche de réservoir formé par la nature, il reste plus beaucoup de gaz dans le réservoir. Dans le cas d'une fracturation nouvelle, on arrête le processus pour question de rentabilité. On ne peut pas garder un puits ouvert pendant 500 ans, pendant 10 000 ans. Mais ce serait ça, en fait, qu'il faudrait. On enclenche un processus qui laisse, à la fin de l'exploitation, 80%. Et pour garantir une sécurité, pardon, 5 minutes, pour garantir une sécurité, les lois, les législations faites pour des gisements conventionnels obligent de créer un bouchon d'une vingtaine de mètres minimalement. En général, on en met plus. On a aussi une obligation de couper la tête de puits à 1 mètre sous la surface et de démonter la tête de puits, de faire une restauration au niveau de la surface. Donc, en fait, les législations, tant au Québec qu'en France, aux États-Unis, sont conçues pour des gisements conventionnels dans lesquels, quand on abandonne le puits, on espère, en général, ne plus avoir de problème. Qu'arrivera-t-il en appliquant cette même procédure à des gaz de schiste? Ben, je crois qu'on va arriver à une collision frontale. La collision frontale étant ceci, vous aurez en étendue
sur 10 000 km² dans le cas de l'Utica, 7 000 km² dans le cas d'Anticosti, 70 000 km² dans le cas du Bacon, peut-être quelques dizaines de milliers de kilomètres carrés dans le cas également du gisement dans le bassin parisien. Vous aurez donc une couche géologique de 40, 50, 100 mètres d'épais, dont la perméabilité a été artificiellement modifiée radicalement, disons, en 2012, en 2015. Bon, que va-t-il se passer? Ben, ces puits-là bouchés ici, avec le temps, on a normalement dans tous les ouvrages une certaine dégradation des coulis de scellement. Et pendant ce temps-là, évidemment, le puits se remet en pression. On a aussi corrosion des aciers et le méthane va cheminer par les puits. Je ne parlerai pas ce soir, je n'ai pas le temps, mais il y a des failles naturelles, il y a des possibilités de circulation par des voies naturelles également. Alors, la modification ici, je parle du gaz, mais imaginez les mêmes relations par rapport au pétrole. Dans le cas du pétrole, comme on en exploite 1%, c'est 99% du pétrole avec également du gaz associé qui demeurera en place à la fin de l'abandon. Alors, les pétroliers présentent, l'industrie dit, écoutez, nous, on fracture à 1000, 2000 mètres de profondeur. Au-dessus, on a une couche étanche. C'est impossible que les fluides remontent jusqu'à la surface. Mais je donne l'exemple très, très concret. Vous avez une baignoire en fonte, elle est étanche, votre baignoire. Percez-la de 20 000 trous, bouchez ces trous-là avec quelque chose de semi-perméable, par exemple du plâtre. La question que vous devez vous poser, c'est pas les conditions naturelles. Ce que les pétroliers nous disent, c'est les conditions naturelles, ça. Le 1000 mètres qui protégerait les nappes phréatiques, c'est dans les conditions naturelles. S'ils ont percé ça avec 20 000 trous, il faut se poser la question, qu'advient-il au bouchage de ces puits? Et le bouchage de ces puits, en fait, comme tout ouvrage en géotechnique, je suis ingénieur de formation, on sait que si on a un viaduc qui se détériore dans le temps et qu'on n'entretient pas, comme dans le cas des puits abandonnés, la capacité portante du viaduc, il pouvait soutenir des poids lourds. Avec le temps, on va interdire la circulation des poids lourds, puis à un moment donné, on va le fermer et on va le remplacer. Ici, dans cette problématique, sur ces 20 000 puits qu'on aurait forés, on aurait en plus la charge qui doit supporter, c'est-à-dire ce bouchon, le puits qui était conçu pour exploiter du gaz ou des hydrocarbures, quand il est abandonné, il est conçu comme un ouvrage qui a la fonction inverse de retenir sous terre le gaz et sa pression. Alors forcément, il va y avoir une collision, dans le sens que les puits vont se dégrader, il va y avoir une pression qui va augmenter, et on peut penser qu'on lègue aux générations futures, excusez-moi, je vais sauter ce diagramme, je vais essayer d'aller à la toute fin. Ça, c'est pour montrer la mise en place du coulis. Il faut savoir qu'un coulis, c'est pratiquement un travail, on rêve en couleur quand on dit il y a des fuites parce que le coulis était mal mis en place. Écoutez, vous avez vu l'animation. En plus, si je la reprends avec présence d'eau, vous avez un coulis qui est injecté depuis le bas dans un espace de 2 cm sur 2000 mètres de long. Alors, ceux qui ont déjà tenté, j'imagine, en construction, qui font des fondations, vous avez des coffrages, on coule du béton. Parfois, on s'aperçoit que le collage n'est pas parfait. Il suffit d'une fissure d'1 millimètre pour qu'on ait fuite et un début de corrosion. On nous présente aussi les tubages comme étant 3 tubes concentriques pour protéger les nappes. Il faut savoir qu'il y a des joints dans ces tubes-là. Les dangers de contamination ne sont pas au travers des aciers et des coulis, ils sont le long des espaces laissés entre le roc et les coulis, et même entre les tubages, parce que vous voyez, les tubages, contrairement à ce qu'on... Ici, c'est une thèse de l'université de doctorat sur des gisements conventionnels. On a sorti littéralement tout le tube, en fait, une section qu'on a pu d'un tubage de l'ancien forage, et contrairement au beau diagramme qu'on nous présente toujours dans l'industrie, ici, on n'a jamais réussi à mettre le coulis, même s'il a été injecté entre le tubage externe et le tubage interne. Il y a des zones, forcément, où le coulis n'était mal placé. D'autres zones que cet étudiant de doctorat a trouvé, c'est que des bouts de forage mal délavés dans le coulis, qu'on a injectés donc depuis les profondeurs, créent des chenaux de circulation. Alors, à long terme, ce sera, excusez-moi, je vais sauter ceci. On a parlé du gisement conventionnel. Monsieur Lamirault, je reviendrai au besoin. Alors, gisement conventionnel, la grande différence, il s'est produit de la même façon, migration du méthane, des hydrocarbures. Le gaz peut se séparer du pétrole quand on a un gisement conventionnel dans un piège. C'est le même processus qu'on reproduit en faisant de la fracturation artificielle. Mais la fracturation artificielle, on la fait au temps zéro et on n'a pas les millions d'années à attendre pour que ça soit complet. On ne prend que l'écrémage. Alors cet écrémage, 1% pour le pétrole, il se fait dans un contexte de gisement non conventionnel et on ne peut pas comparer ce qui arrive au forage conventionnel avec des forages non conventionnels. Voici un forage conventionnel. Je fais un estimé rapide. Il y a environ, disons, supposons une section d'1 mètre carré. On a un forage qui aurait 1000 mètres de long. Il y a environ 1000 mètres cubes de roc perturbé. La modification environnementale créée par ça, c'est à peu près ça. C'est un forage d'exploration ici. Un forage dans un gisement classique,
gaz ou pétrole, peu importe, gaz, ben, il y aura également même ordre de grandeur. On affecte peu le roc. La zone était déjà perméable ici. On ne le modifie pas, on se contente de vider ce que la nature nous a concentré. Si on va dans la roche-mère, c'est totalement différent. Si on va dans la roche-mère, il faut avoir beaucoup de forage. Il faut aussi aller à l'horizontale. Le fait d'aller à l'horizontale ne change pas grand-chose pour moi. Je ne serais pas inquiet d'avoir des forages d'exploration qui auraient une portion horizontale. Ça change peu, ça augmente la longueur du forage. Mais lorsqu'on fracture, bien, le volume impliqué, le volume modifié, c'est 50 millions à 150 millions de mètres cubes. Comparé à 1000 des forages conventionnels, moi je dis que dans un seul puits de fracturation, avec fracturation hydraulique, on risque d'avoir un problème en termes de fuite potentielle de l'ordre de 50 000 à 150 000 fois plus gros. Donc, extrapoler des données de puits conventionnels, c'est quelque chose qui me semble assez hasardeux de dépasser mon temps sur moi. Oui, oui. D'accord. Si M. Lamiro est d'accord, on vous laisse conclure peut-être, Marc. Si vous n'avez pas d'inconvénient, on vous laisse conclure. Vous êtes déjà à 22 minutes, M. Lebras avait utilisé 18 minutes seulement. Écoutez, je vais seulement juste reprendre une petite animation parce qu'on a parlé que ça occupe, on vous a montré des photos aériennes. Voici une photo aérienne au Texas. C'est vrai, les plateformes, même quand on les fait très denses, ça semble impressionnant, ça n'occupe que 6% du territoire en surface. Ça pourrait être déjà gênant faire ça dans le bassin parisien, mais ce qui se passe sous terre, c'est 100% de la surface. Alors, c'est la totalité des couches, et vous voyez ici, donc des ensembles, des clusters de puits. J'ai fait une modélisation pour l'île d'Anticosti avec les 12 000 puits qui seraient requis, et ces puits-là, ben, ils vont avoir un impact, et ils vont surtout présenter un coût pour la société. Il y a une rentabilité en fonction du temps. Dans les étapes exploration, exploitation, voici comment les gouvernements ont analysé la question. Ils ont dit, oui, on va avoir des redevances, on va faire de l'argent, mais c'est quoi la durée de vie d'un puits? La durée de vie d'un puits, c'est le temps à partir duquel il commencera à créer des problèmes, ce puits-là. Et les problèmes pourront être très gros. On n'a aucune idée pour l'instant. On se lance tête baissée dans ce que j'appelle de l'expérimentation ensemble à vraie grandeur sur des grands territoires. On a quand même une petite donnée qui vient de l'industrie pétrolière, mais je prends jamais mes références dans des groupes écologistes. Là, ça vient de la société Schlumberger qui a fait une étude publiée dans Oil and Gas Review. Alors ici, c'est les mêmes statistiques qu'on a eues au Québec. Sur une trentaine de puits créés, on avait les 2/3 qui avaient des fuites, mais environ 5% des puits avaient des fuites majeures que les exploitants ont corrigées sur place. Mais cette étude sur 15 000 puits, ce sont des puits conventionnels dans la région du Golfe du Mexique, montre qu'il y a un vieillissement des puits. Quand on arrive à 15 ans d'âge, ça peut être ça la durée de vie d'un puits une fois qu'il est abandonné. Quand on arrive à 15 ans d'âge, vous en avez 1 sur 2, 50% des puits qui présentent ce qu'on appelle le SCP, Sustained Casing Pressure. C'est le genre d'incident qui a donné naissance à la rupture de la plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique. Parfois, c'est très dramatique. Parfois, c'est tout simplement un problème local qui devrait être traité même pas par la génération future. 15 ans, c'est pas très loin là. Donc, la société assumera peut-être des coûts. Alors, j'ai mis un point d'interrogation en fonction, on ne connaît pas la durée de vie des bouchons sur le 80% de gaz qui reste ou sur les hydrocarbures qui, eux, sont moins mobiles, mais qui risqueraient peut-être de donner également des problèmes. Voilà, merci. Merci Marc.